La campagne annuelle internationale dénommée 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles démarre le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et prend fin le 10 décembre qui marque la Journée internationale des droits humains. Pour rappel, la campagne a été lancée par les activistes lors de l'inauguration de l'Institut international pour le leadership des femmes en 1991. Cette campagne offre aux personnes et aux organisations du monde entier une stratégie de mobilisation appelant à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. L'objectif est de promouvoir un changement de comportement en mettant l'accent sur une masculinité positive et en mettant en avant les normes liées à l'égalité du genre. Le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, est une organisation féministe d'Afrique subsaharienne qui œuvre pour mettre fin à la discrimination, à la violence contre les femmes et les filles et promouvoir l'égalité des sexes et des droits humains est l'un de ses combats. Il ne peut donc rester en marge de cette campagne de 2023. C'est pourquoi il a initié le présent panel. Pour l'animer, je reçois pour vous 3 dames pour discuter et échanger sur le sujet retenu pour cette année. Il s'agit de Madame Laurence Arissou. Elle est la directrice exécutive de l'ONG SID, entendez Solidarité et Initiative pour un développement durable. De Madame Lucrèce Avawi, elle est la présidente de l'association BioA, spécialiste en développement communautaire et experte en sécurité numérique. Et enfin, Madame Golda Houdano, directrice exécutive de l'ONG YPIS et consultante en droit des affaires. Bonsoir, chères dames, panélistes. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Alors, ma première question s'adresse à Madame Laurence, à qui je voudrais demander quels sont, selon elle, selon vous, Madame, les principaux défis à relever pour lutter contre les pratiques néfastes et les violences à l'égard des femmes et des filles, en Afrique subsaharienne, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Madame Florence, pour cette question. Alors, il faut d'abord retenir que, parlant des pratiques néfastes, on fait beaucoup plus allusion, par exemple, aux mutilations génitales féminines, au mariage forcé, à l'exploitation sexuelle ou encore à la prostitution forcée. Donc, pour pouvoir travailler en termes de défis pour que ces pratiques néfastes puissent disparaître et ne plus perdurer, il faut d'abord veiller à repenser à la santé de la femme et puis à l'autonomiser. Repenser à la santé de la femme et à l'autonomiser en ce sens que la première ressource, elle est humaine. Donc, si la femme jouit d'une parfaite santé, elle pourra, si elle a les moyens, également travailler afin de combattre les différents types de violences qu'elle subit dans sa communauté. Également, travailler à réduire le taux d'absentéisme des filles à l'école. Il y a un effort qui se fait, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons dans notre communauté. Il faudra également que l'on puisse veiller à ce que beaucoup plus d'institutions en faveur de la femme soient créées, des institutions qui puissent jouir d'une autonomie financière soient beaucoup plus créées. Il faudra également, dans cette lutte-là, travailler à rallier davantage d'hommes activistes ou d'hommes champions genre pour que eux, à leur tour, ils puissent travailler à rallier au mouvement leur paix homme afin que cette lutte au profit des femmes soit une réalité. Merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement pour votre apport.
qui est la première question sur ce panel. Alors, je suis à vous, Madame Golda, et je voudrais savoir quelles sont, selon vous, les solutions les plus prometteuses pour lutter contre les pratiques néfastes et les violences à l'égard, bien entendu, des femmes et des filles dans notre espace Afrique subsaharienne. Alors, merci Madame Florence pour votre question. Répondre à cette question m'amènera à voir d'une part les solutions qui sont déjà mises en œuvre pour venir à bout des violences faites aux femmes et des pratiques néfastes en Afrique subsaharienne, mais aussi de proposer des solutions innovantes. Alors, comme solution déjà, des solutions qui sont déjà mises en œuvre sont nombreuses. Nous avons des solutions basées sur le cadre législatif. Quand je parle du cadre législatif, je parle des... Prenons le cas par exemple du Bénin. Je parle des lois au plan national. Je parle des lois au plan international, mais aussi des instruments régionaux. Alors, comme loi au plan national, nous avons la Constitution de notre pays. Nous avons les lois sur la répression, la prévention et la répression des violences faites aux femmes, le code de procédure pénale. Nous avons les lois sur la protection des enfants. Nous avons énormément de lois au plan national. Alors, comme instruments régionaux, nous avons la ratification au protocole de Maputo. Nous avons la déclaration des droits de l'homme et des peuples. Nous avons au plan international, nous avons ratifié à des conventions aussi, telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi le pacte international relatif aux droits des enfants. Nous avons aussi le pacte international sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, pour ne citer que cela. Outre le cadre législative, nous avons le cadre institutionnel qui sont tout aussi des solutions mises en œuvre pour lutter contre les pratiques néfastes, mais aussi les violences faites aux femmes. Nous avons l'Institution nationale de la femme qui est chargée de la promotion de la femme et qui a plusieurs attributions et qui constitue un cadre de concertation de toutes les ONG qui militent dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de la promotion et de la protection des femmes. Nous avons aussi le ministère. Pour les ministères, par exemple, les ministères des Affaires sociales. Nous avons le ministère de la législation. Nous avons le ministère de la microfinance, pour ne citer que ces ministères-là. Outre cela, nous avons les activités des ONG. Prenons par exemple le cas du RFLD qui fait énormément de sensibilisation, qui a servi à vulgariser le protocole de Maputo, à offrir des formations sur la question. Nous avons la sensibilisation aussi des médias. Nous avons un engagement des médias. Je ne vais pas trop mobiliser la parole. C'est entre autres les solutions mises en œuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, je vais proposer quelques solutions innovantes. Nous avons les applications dans Play Store contre les violences faites aux femmes et les pratiques néfastes. Il faut aussi renforcer l'institutionnalisation des réformes dans le cadre des lois, afin que les lois puissent être harmonisées avec les conventions internationales. Nous avons aussi, entre autres, comme solutions innovantes, il faut renforcer le maintien des filles à l'école. Il faut renforcer leur scolarisation, les maintenir le plus longtemps à l'école. Et il faudrait aussi promouvoir les mouvements tels que le He-for-She, c'est-à-dire la masculinité positive, parce que la violence nous concerne tous. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre intervention, Madame Golda. À présent, la prochaine question s'adresse à Madame Lucrèce. Selon vous, Madame Lucrèce, quel rôle peuvent jouer les gouvernements et les organisations de la société civile, les communautés locales également, dans la lutte contre les violences, les pratiques néfastes et les violences à l'égard des femmes et des filles dans notre espace sous-régional?
Merci Madame Florence pour votre question. Il faut reconnaître que autant les gouvernements, les organisations de la société civile, les communautés locales ont des rôles très importants à jouer dans la lutte contre les pratiques néfastes et les violences faites aux femmes et aux filles. Il faut reconnaître tout d'abord que les gouvernements doivent voter les lois. Et non seulement voter les lois, il faut que ces lois-là soient mises en application. À part la mise en application, il faut aussi que ces lois soient vulgarisées. Et vulgarisées dans toutes les langues locales de nos communautés, de notre pays, dans nos régions, de sorte que le paysan qui est à Tchoumi-Tchoumi soit au courant de cette loi-là et sache que désormais, les auteurs de cette pratique doivent être punis par la rigueur de la loi. Il faut aussi que les gouvernements veillent à ce que nous luttons contre l'impunité. Il faut que les gouvernements veillent à punir les auteurs des violences qui sont faites aux femmes et aux filles ou des auteurs de ces pratiques néfastes-là. Il faut aussi reconnaître que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les OSC ont un rôle très important à jouer. Notre rôle le plus important, c'est de descendre aux côtés de la population, informer la population, sensibiliser la population sur les conséquences de ces pratiques néfastes, sur la santé de la femme et des filles, sur les violences faites aux femmes et aux filles. Nous savons tous que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Autant que nous sommes ici, nous sommes des OSC, nous savons que nous faisons beaucoup de choses dans ce domaine-là, nous faisons beaucoup de choses et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, notre rôle en tant que OSC, c'est de descendre sur le terrain, d'être à l'écoute de la population, de mettre en place des stratégies innovantes pour pouvoir lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, lutter contre ces pratiques néfastes qui sont faites aux filles et aux femmes tous les jours, je dirais. En tant que communauté locale, il ne faut pas essayer de mettre à l'écart qui que ce soit. Les communautés locales ont aussi un rôle très important à jouer, puisque sans la communauté locale, nous ne sommes rien. En tant qu'OSC, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de la communauté pour évoluer, pour travailler. Nous devons vraiment nous unir, mettre en place des cellules de veille, je dirais. Ils ne doivent pas avoir peur. Ils doivent pas peur de dénoncer. Nous, notre rôle, c'est de les sensibiliser à ne pas avoir peur de dénoncer, vraiment de jouer le rôle de dénonciateur, afin que ces pratiques-là soient vraiment neutralisées de nos communautés. Merci. Beaucoup, Madame Lucrèce. Je reste avec vous, vous l'avez dit tantôt, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Alors, comment peut-on sensibiliser et éduquer ces populations-là sur les dangers néfastes, parce que vous l'avez dit dans votre conclusion, il faut continuer à sensibiliser. Alors, quels sont les moyens pour les sensibiliser? Comment peut-on le faire? Ok, merci une fois encore, Madame Florence. Il faut reconnaître ici que plusieurs moyens sont très efficaces pour sensibiliser et éduquer la communauté, pour faire la sensibilisation. Au prime abord, nous savons que de nos jours, nous avons l'Internet. Nous avons eu la chance d'avoir de l'Internet de nos jours. Et nous pouvons monter des contenus publiés sur différentes plateformes, à savoir Facebook, LinkedIn et tout. Bien avant l'Internet, nous avons des gongonneurs. Dans le temps de nos anciens parents n'utilisaient pas l'Internet, mais utilisaient des gongonneurs de bouche à oreille des crieurs publics qui permettaient quand même à la population d'être informée, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir de l'Internet. Nous avons aussi la radio. La radio, pour ceux qui ne connaissent pas français, qui ne sont pas alphabétisés, il y a les langues, les informations passent souvent dans nos langues locales, à travers la radio, la télévision, et qui abordent ces thèmes-là. Donc, il faut dire qu'à travers ces canaux, nous pouvons aussi sensibiliser. Une des meilleures manières aussi de sensibiliser, c'est de descendre sur le terrain, faire des sensibilisations, regrouper la population et sensibiliser la population à base des boîtes à images. Donc, ces images-là permettent quand même à la population de voir le bien fondé de la chose, la réalité en face de la chose, de mettre sur ces boîtes des images choquantes qui
peuvent choquer, je vais dire, vraiment choquer la population pour que la population voie le bien fondé de ce que nous disons. La santé de ce que nous disons, les méfaits, les conséquences de cette pratique-là sur la santé des femmes. Une autre meilleure manière de faire les sensibilisations aussi, c'est de projeter les films documentaires. Comme Le Soir au village, projeter les films documentaires, faire passer ces films-là dans lesquels on voit les auteurs en train d'exercer cette pratique-là sur des filles ou bien des femmes, ces films-là, et des conséquences de cette pratique-là sur leur corps. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Je veux retenir là qu'il faut utiliser aussi bien les moyens traditionnels que les moyens modernes. Merci infiniment à vous. À présent, je reviens à vous, Madame Golda. Je voudrais vous demander comment peut-on renforcer les capacités des femmes et des filles à se protéger elles-mêmes de ces pratiques néfastes et des violences. Je vous remercie pour la question. Pour renforcer la capacité des femmes et des filles à se protéger contre les violences et les pratiques néfastes, il faudra les rendre plus autonomes et plus résilientes. Quand je parle d'autonomie, je parle d'autonomisation politique, économique, sociale, d'autonomisation sur tous les plans. Nous savons que la femme est peu représentée dans les instances décisionnelles, dans l'administration et à des places très électives. Alors, il faut passer par le renforcement des capacités de ces femmes et de ces filles-là, afin de leur permettre une inclusion dans beaucoup de sphères. Pour les femmes et les filles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées, il faudra permettre à ces filles-là d'être autonomes via l'insertion professionnelle ou l'insertion sur le plan agricole. Il faudra aussi faciliter l'accès aux filles et aux femmes au foncier et à d'autres ressources productives. Vous savez que en Afrique subsaharienne, les femmes et les filles ont un statut inférieur, ce qui pousse les hommes à exercer sur elles une certaine violence. Autonomiser les femmes et les filles permettra à réduire les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Golda. À présent, Madame Laurence, je reviens vers vous pour vous demander comment peut-on garantir l'accès à la justice pour les femmes et les filles victimes de pratiques néfastes et des violences. Merci beaucoup, Madame Florence. Alors, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut d'abord commencer par aider les femmes à avoir accès à des voies de recours équitables, justes et surtout à un coût financièrement abordable pour ces femmes-là. Et ceci permettra que l'on puisse avoir une société dans laquelle les hommes et les femmes jouissent du même droit et bénéficient également du même droit. Il faudra également, pour pouvoir garantir l'accès des femmes et des filles à la justice, travailler à réduire les stéréotypes. Il faut dire également que la dépendance économique et la peur du carcan familial fait que les femmes sont réticentes, surtout les femmes qui sont analphabètes ou qui viennent du milieu rural. Elles sont réticentes et n'ont pas envie d'aller loin lorsqu'elles sont victimes de ces genres de violences. Également comme stratégie pour pouvoir garantir l'accès des femmes au système judiciaire, je dirais qu'il faudra que l'on travaille d'abord à sensibiliser ces femmes-là psychologiquement aux éventuelles difficultés qu'elles peuvent rencontrer en allant vers la justice. Et cette sensibilisation doit tenir compte des réalités de leur pays ou de leur communauté. Il ne faudrait pas qu'à la toute première difficulté, elles puissent arrêter le processus qu'elles ont enclenché ou entamé. Autre chose, j'ajouterais qu'il faudra également travailler à ce que les hommes rejoignent les femmes dans cette lutte-là. Parce que déjà, les femmes qui sont dans le système judiciaire font un effort et accompagnent, mais il faudrait que l'on puisse inverser la tendance et travailler à ce que les hommes qui sont dans le système judiciaire accompagnent plus loin la chose afin de créer l'effet d'entraînement au niveau des autres hommes.
Voilà. Merci beaucoup, Madame Laurence. Tantôt, Madame Golda le disait, le Hifoshi. Merci beaucoup pour votre intervention. À présent, je reviens à vous, Madame Lucrèce, et à qui je voudrais demander comment peut-on lutter contre l'impunité des auteurs des pratiques néfastes et de violences à l'égard des femmes et des filles. Ok, merci Madame Florence. Nous ferons encore. Il faut faire des plaidoyers, je vais dire. Faire des plaidoyers à l'endroit des autorités à divers niveaux. Des plaidoyers pour que les lois en faveur des femmes et des filles soient davantage votées. Non seulement voter ces lois-là, c'est que ces lois-là soient vulgarisées, mettre en application et vulgarisées. Je vais revenir sur la dénonciation, sur tout ça. Puisque si nous ne connaissons pas l'auteur, nous ne pouvons pas le punir. Il faut que les communautés locales jouent réellement leur rôle de dénonciateurs, dénoncent réellement les auteurs des violences qui sont faites aux femmes et aux filles pour donner de leçons à d'autres auteurs ou bien aux présumés auteurs. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire pour lutter contre l'impunité. Merci beaucoup à vous, Madame Lucrèce. Et je reviens à Madame Laurence. Dites-moi, comment peut-on mobiliser l'opinion publique en faveur de la lutte contre les pratiques néfastes et les violences à l'égard des femmes et des filles? Alors, merci beaucoup. Alors, il faut d'abord comprendre que l'opinion publique, c'est d'abord l'ensemble des jugements, des convictions, des valeurs d'une communauté spécifique. Alors, comment est-ce que nous pouvons arriver à mobiliser l'opinion publique en faveur de la lutte contre les VFF? Je pense que c'est très simple. Il faudra d'abord, tel que vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, multiplier les actions de campagne. Et cette fois-ci, que ce ne soit pas uniquement des campagnes digitales, mais également des campagnes en langue locale. Et des campagnes, je dirais, en mode VAD, c'est-à-dire qui doit se faire comme des visites à domicile dans des communautés familiales, dans des maisons familiales, arriver à toucher les chefs de famille F et chefs de famille 2FE, que ce soit des hommes ou des femmes, arriver à les toucher et je dirais même arriver à les colorer au profit des VFF afin que eux ils servent d'exemple. Et vers la fin de la campagne, il faudra aussi veiller à les célébrer, à les identifier, à les faire connaître positivement dans la société afin que d'autres chefs de famille, hommes, ou d'autres chefs de famille, femmes, puissent prendre le même pli et faire le même exercice. Merci beaucoup. La contribution des chefs de famille, que ce soit hommes ou femmes, est donc de mise. Je reviens à vous, Madame Golda. Dites-moi, comment peut-on financer les initiatives de lutte contre les pratiques néfastes et des violences à l'égard des femmes et des filles? Je vous remercie pour la question. Alors, nous avons les financements publics. Quand je parle des financements publics, je parle des financements qui proviennent du gouvernement ou des États de ces pays-là, de l'Afrique subsaharienne. Je milite alors pour la budgétisation qui prend en compte la question du genre. Au-delà de ces financements publics qui proviennent de l'État ou du gouvernement, il existe aussi des financements publics privés. Il faut que l'État puisse encourager les privés à financer les initiatives des femmes pour la lutte contre les violences et les pratiques néfastes. Quand je parle des financements privés, je parle par exemple du mécénat, des philanthropes. Le cas par exemple d'une philanthrope assez reconnue, Madame Mackenzie Scott, l'ex-femme de Jeff Bezos, qui finance beaucoup les initiatives des femmes pour la lutte contre les violences et les pratiques néfastes. Outre ces financements, on peut avoir recours aux financements européens, ONU Femmes, France Fondation, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous voulez dire des
le financement des institutions internationales. Voilà. Merci. Il y en a pas mal de ces institutions internationales qui accompagnent les initiatives afin de lutter efficacement contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Nous les remercions au passage et nous demandons donc l'accompagnement des philanthropes du Béninois pour accompagner les organisations de la société civile comme le réseau des femmes leaders pour le développement qui œuvre sur le terrain à lutter contre ces pratiques-là. Nous allons donc continuer et nous sommes avec vous, Madame Laurens, et nous voudrons savoir quels sont les progrès réalisés en matière de lutte contre les pratiques néfastes et les violences à l'égard des femmes et des filles en Afrique subsaharienne. Madame Laurens. Merci beaucoup, Madame Florence. Et pour répondre à cette question, je dirais qu'aujourd'hui, le constat fait est que le nombre de femmes qui sont victimes de fémicide a beaucoup diminué grâce à cette lutte que mènent les organisations de la société civile. Il y a également plusieurs institutions qui sont dotées d'autonomie financière et qui sont créées au profit de la femme et qui travaillent réellement dans le traitement et dans la prise en compte lorsque les femmes sont victimes de violences. Cependant, comme on le dit si bien, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il faudra travailler à multiplier les institutions qui accompagnent les femmes à réellement porter plainte et à ne pas être vraiment victimes d'intimidation lorsqu'elles vont vers le système judiciaire. Alors, il faudra également travailler à ce que les violences émergentes ne se propagent pas réellement. Parlant par exemple de la violence obstétricale, dont on n'en parle pas le plus souvent, on les range souvent dans le domaine des droits sexuels, de la santé de reproduction. Donc tout ça est à revoir pour que les femmes soient surtout épanouies. Merci beaucoup, Madame Laurens, pour vos propositions pour la liste, je vais dire, des progrès réalisés. Et je pense que la liste n'a pas été exhaustive. Il y a pas mal de réalisations, de progrès. Mais Madame Laurens l'a dit tantôt, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. En effet, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde, à travers le monde entier, qui sont toujours victimes des violences à leur endroit, des violences basées sur le genre. Alors, Madame Lucrèce, justement, je suis à vous. Quelles sont les perspectives, selon vous, d'avenir pour la lutte contre les pratiques néfastes et les violences à l'égard des femmes et des filles en Afrique subsaharienne? Ok, merci Madame Florence pour la question. Comme perspective, il faut dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Comme nous venons de le dire, on ne dira jamais assez. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Comme perspective, il faut noter que nous devons accentuer les plaidoyers. Nous devons accentuer les plaidoyers à l'endroit des autorités à divers niveaux. Continuer la collaboration avec les OSC et les communautés locales. Nous devons efficacement lutter contre ce phénomène en dénonçant réellement. Il faut dénoncer et vraiment sensibiliser la population, la communauté, de ne pas avoir peur. Moi, je pense qu'en Afrique, dans nos communautés, c'est la peur du rejet de la communauté qui nous emmène à nous taire. Nous ne devons plus nous taire. Nous devons parler, nous devons ouvrir nos bouches, nous devons mettre la peur de côté. Il faut parler à la victime, il faut dire à la victime, non, si tu dénonces pas, on ne pourra rien te faire, tu es en sécurité. Il faut rassurer la victime et l'emmener, la motiver la communauté entière, je vais dire, à dénoncer tout en leur rassurant que leur vie n'est pas en danger, leur vie est en sécurité. Et en plus, la chose qu'il faut encore faire, c'est de prendre en charge les cas, les victimes de ces violences-là. Qu'est-ce que je mets dans prise en charge complète? La prise en charge psychologique, la prise en charge juridique, la prise en charge nutritionnelle. Et pourquoi pas surtout la prise en charge sanitaire adaptée à la victime? Il faut que tout ça là soit au complet. Et maintenant, pensez maintenant à la réinsertion
des victimes des violences faites aux femmes et aux filles et des pratiques néfastes de nos communautés. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Je le dis, je le répète, je le dirai toujours. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame Lucrest. Et pour terminer, je voudrais demander à Madame Golda quels sont les messages clés pour les femmes et les filles que vous avez pour les femmes et les filles en Afrique subsaharienne, les femmes et les filles de cet espace d'Afrique subsaharienne. Je dirais que l'un des plus grands défis de notre époque est la violence faite aux femmes et aux filles, mais aussi les pratiques néfastes. Les générations futures ne raconteront plus les mêmes histoires dans 10 ans ou dans 20 ans. Il est clair que la marche sera longue, mais nous avons vu ici que les avancées ont été faites. Mais il reste une marge de manœuvre. Je suis sûre et convaincue que déjà que les organisations internationales, les organisations, les institutions mondiales, déjà que tout le monde est en train d'œuvrer pour l'égalité entre les filles et les garçons, l'égalité entre hommes et femmes, je suis sûre que ce ne sera plus un rêve, mais une réalité. Nous aurons un monde meilleur, un monde où règne l'absence de violence faite à l'égard des femmes et des filles, et aussi la disparition totale des pratiques néfastes. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Golda. Chers panélistes, merci infiniment pour vos contributions. Merci infiniment. Il est important et même impératif de continuer les sensibilisations, d'avoir l'appui de la communauté et de la localité et des localités dans lesquelles nous sommes, de faciliter l'accès à la justice, surtout de soutenir les dénonciations, les femmes qui ont le courage de dénoncer et de les appuyer, d'aller jusqu'au bout donc du processus. Nous lançons donc un appel aux organisations internationales d'accompagner, d'appuyer, de financer ces initiatives-là. Et rassurez-vous, le réseau des femmes leaders pour le développement ne ménagera aucun effort pour toucher la population à la base, afin qu'un jour nous puissions arriver à bout de ces violences basées sur le genre et des violences à l'égard des hommes, des femmes et des filles. Je vous remercie.